bienvenue sur ce point de situation sécuritaire qui sera animé par nos experts sûreté. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien avec un petit pouce dans le chat? Parfait. Alors, si vous avez des problèmes de connexion pendant le webinaire, vous pouvez le suivre en appelant le numéro qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nos experts y répondront lors d'un temps dédié en fin de session. Merci. Béatrix, Michel et Alexandre, la parole est à vous. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue effectivement dans ce webinaire. Ce qui est bien, c'est que souvent, on se creuse un peu la tête avec l'équipe pour savoir quels sujets peuvent le plus vous intéresser. Et finalement, l'actualité nous apporte toujours sur un plateau ces sujets-là. Donc, vous l'aurez compris, nous allons parler beaucoup du Moyen-Orient aujourd'hui. Et comme m'a dit mon collègue Antoine, on vous invite évidemment à nous bombarder de questions. N'hésitez pas. Donc, au menu aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous faire un état des lieux et des perspectives du conflit au Moyen-Orient. Ensuite, Alexandre Mollet prendra la parole pour parler vraiment de nos recommandations opérationnelles et de nos capacités d'assistance. Et enfin, Béatrix Renaud terminera en vous parlant des conséquences globales du conflit qui, comme vous le savez, se font de plus en plus ressentir. Donc, commençons tout de suite car le temps nous est compté. Donc, l'idée de la manœuvre, c'est que j'ai voulu vous présenter toutes les grandes questions que vous avez pu vous poser sur le conflit, mais également celles que vous pourrez être amenés à vous poser si jamais ce conflit venait à reprendre. Donc déjà, pourquoi une guerre de cette ampleur? Sachant que, bon, comme vous le savez, puisque vous êtes aux premières loges, tout comme nous, cette guerre ne date pas d'hier. Il y a déjà eu beaucoup de de grands épisodes de violence, d'escalade ces dernières années, notamment depuis le 7 octobre 2023. Les Israéliens et les Américains ont déjà frappé en Iran. Donc pourquoi une guerre de cette ampleur? Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et ce serait malheureusement trop long de tout évoquer. Mais en substance, les points principaux sont les suivants. La première chose déjà, c'est que Israël effectue depuis maintenant de longues années, notamment depuis de longs mois, un lobbying très intensif auprès des Américains pour en finir avec le régime des Mollahs, avec le régime de la République islamique en Iran. De fait, il y avait un contexte un peu favorable aux yeux des Israéliens et des Américains pour lancer une opération de renversement du régime iranien qui était celui des troubles sociaux anti-régime qui ont ébranlé l'Iran à la fin 2025 et début 2026. Début 2026, Donald Trump avait menacé Téhéran de représailles très brutales si jamais Téhéran venait à réprimer les manifestations. Téhéran a réprimé les manifestations et Donald Trump n'a rien fait à ce moment-là, notamment parce que les moyens militaires américains dans la région n'étaient pas suffisants. Les semaines qui vont suivre vont justement voir un renforcement du dispositif militaire américain et aussi une certaine confiance de la part de Donald Trump dans la capacité de ses forces armées à effectuer un changement de régime brutal, rapide, notamment à l'aune du changement de régime assez spectaculaire au Venezuela, avec notamment l'enlèvement de Maduro. Donc Trump avait cet espoir de pouvoir un peu reproduire un scénario similaire. Il faut garder également en ligne de compte le fait qu'il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis, donc en fin 2026 certes, mais le temps passe vite. Et en l'occurrence, Donald Trump était quand même apparu, pas forcément fragilisé, mais en tout cas avait fait l'objet de critiques assez vertes de la part de l'opposition américaine sur justement le fait qu'il s'était engagé à empêcher l'Iran de réprimer brutalement les manifestations et qu'il n'avait finalement rien fait. Donc il y avait aussi un peu pour lui un enjeu de rattraper cette image-là en montrant que les États-Unis n'ont qu'une parole et qu'ils viennent au secours des populations qui souhaitent un changement de régime. Bon, donc le 28 février, la coalition israélo-américaine lance une vaste opération, une campagne aérienne contre l'Iran et également, même si on a moins parlé, au Liban et en Irak. Les Houthis au Yémen, eux, ne rentreront dans le conflit que fin mars. Donc, l'Iran, évidemment, pour provoquer un changement de régime. L'Irak, on a très peu parlé, mais c'est parce qu'il y a là-bas beaucoup de bases, enfin en tout cas des grosses bases américaines et de l'OTAN de manière générale, mais également aussi des milices chiites qui obéissent à l'Iran. Donc il y a eu énormément de frappes qui ont été menées par les Américains et les Israéliens contre les milices chiites alliées à l'Iran, mais également beaucoup de frappes menées par ces milices chiites et par l'Iran contre les bases
américaines et également françaises, ça nous a coûté à mort, en Irak. D'où le fait que l'Irak était l'un des pays les plus touchés durant ce conflit. Et au Liban également, les Israéliens ont lancé une grande opération aéroterrestre visant à sécuriser une zone tampon dans le sud du pays. Donc la carte que je vous ai mise sur le côté, bon, vous me pardonnerez, ce n'est pas esthétiquement la plus belle que nous vous ayons fournie, mais elle avait ce mérite de montrer vraiment l'ampleur du dispositif militaire américain tout le long du golfe Persique face à l'Iran. Il faut savoir que dans les jours qui ont précédé l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, le dispositif militaire américain au Moyen-Orient était, enfin, avait, comment dire, était d'une ampleur jamais vue depuis la guerre en Irak de 2003. Voilà pour la guerre de cette ampleur. Donc, on va passer ensuite à la slide suivante. Et je remercie beaucoup Béatrix d'appuyer sur le bouton privé à cet effet. Une guerre de cette ampleur parce qu'il s'agit cette fois-ci non pas de frapper les infrastructures nucléaires iraniennes comme l'année dernière, de faire un peu des frappes chirurgicales, mais là il s'agit bel et bien d'opérer un changement de régime. Il va donc de la survie du régime iranien. Et donc la riposte iranienne est tout aussi massive. Euh, elle a même beaucoup surpris enfin, voilà, tous les acteurs impliqués dans cette guerre. Elle a un peu, comment dirais-je, étonné cette riposte puisqu'elle a consisté peu ou prou à cibler pratiquement tous les pays de la région, hem, tous les pays au point même d'avoir au tout début du conflit davantage ciblé par, les Émirats arabes unis que, Israël, par exemple, alors que les Émirats arabes unis théoriquement, voilà, n'étaient pas en guerre contre l'Iran. Alors donc pourquoi cette stratégie assez curieuse? En réalité, c'est une stratégie qui est pensée depuis très longtemps et qui de fait est, très efficace comme on peut le voir aujourd'hui. Le but, c'est que, l'Iran a conscience du fait qu'elle ne pourra jamais gagner une guerre conventionnelle, une guerre classique contre une puissance aussi forte que les États-Unis et a fortiori les États-Unis flanqués d'Israël. Donc, les Iraniens ont mis en place une stratégie visant en fait à cibler au cœur les intérêts, les points faibles des États-Unis. Donc, primo, c'est évidemment de perturber le très sensible secteur énergétique. D'où le fait que les frappes se concentraient sur euh, beaucoup des pays, enfin des pétromonarchies de la région. Euh, le détroit d'Ormuz est un goulot d'étranglement absolument crucial pour l'économie mondiale et notamment pour le secteur énergétique. Et donc, en frappant toute cette chaîne d'approvisionnement, l'Iran savait qu'elle allait mettre à mal ce commerce international et donc que les alliés des États-Unis allaient très vite commencer à questionner la pertinence d'une telle opération contre l'Iran, sachant que que les résultats allaient fortement tarder à se faire voir, alors qu'en revanche, les perturbations du secteur énergétique allaient, eux, se voir très vite. Le deuxième point, c'est également celui de provoquer des pertes humaines américaines. Les Iraniens sont en mesure, se sont préparés à subir des pertes très lourdes, des centaines, voire des milliers de soldats s'il y a besoin. En revanche, ils savent très bien que, aux yeux de l'opinion américaine et des médias américains, la mort d'un seul soldat, d'une dizaine de soldats, est déjà quelque chose de très dur politiquement à assumer pour la présidence américaine. Donc le but, c'était de pas forcément, voilà, d'obtenir des gains opérationnels, tactiques, stratégiques, mais vraiment en fait de cibler, de provoquer des pertes américaines assez nombreuses pour pouvoir provoquer un rejet de cette guerre aux États-Unis. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment de diviser les alliés de Washington, c'est-à-dire provoquer justement une guerre qui amène une déstabilisation mondiale et qui amène encore une fois les alliés de Washington à questionner la pertinence d'une telle guerre. Le L'un des autres, comment dirais-je? Une des autres explications, au fait que l'Iran ait attaqué, à ce point tous les autres pays de la région, presque davantage que les forces américaines elles-mêmes, c'est le fait, que l'Iran avait prévenu d'emblée qu'elle attaquerait tous les pays qui, accueillent en leur sein des bases américaines. Et en fait, quand on regarde une carte des pays qui ont été ciblés, donc en l'occurrence, vous en avez une à gauche toute, donc à l'exception évidemment de l'Égypte et du Yémen qui sont en jaune clair parce qu'ils n'ont pas été ciblés. Tous les autres pays qui ont été ciblés l'ont été parce qu'ils abritent des bases américaines. Et que, alors, en tout cas des bases américaines ou en tout cas des infrastructures utilisables par l'armée américaine, pas forcément à des fins de offensive contre l'Iran, mais par exemple, Oman a été frappé à plusieurs reprises, notamment au niveau de ses ports, qui sont utilisés par la marine américaine juste pour le ravitaillement de ses navires, par exemple. Mais voilà, suffisant aux yeux de l'Iran pour mener des frappes.
Et même si plusieurs pays de la région avaient fait savoir avant le conflit qu'elles s'opposeraient rigoureusement à toute utilisation des bases américaines en leur sein pour attaquer l'Iran, en fait, maintenant on a beaucoup d'éléments qui montrent que si ces pays-là n'ont pas permis effectivement le décollage d'avions de combat pour mener des frappes contre l'Iran, en revanche, ils ont tout à fait servi pour mener des actions de renseignement, de surveillance, etc. D'où la campagne de frappe de l'Iran contre ces pays. Et l'Azerbaïdjan, en l'occurrence, n'accueille pas nécessairement des bases américaines. En revanche, il y a eu l'année dernière un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan parrainé par les États-Unis, ça par les États-Unis, qui avait plus ou moins prévu l'arrivée massive voilà, de contracteurs américains afin de sécuriser une route commerciale. Bon, quelque chose de très confidentiel et très flou, mais qui a peut-être, semble-t-il, motivé en tout cas l'Iran à frapper l'Azerbaïdjan, notamment cette zone concernée dans le sud du pays. Voilà pour ça. Pourquoi une telle résistance iranienne? Comment se fait-il que les États-Unis et les Israël ensemble ne soient pas parvenus à vraiment réduire au silence les Américains, enfin pardon, les Iraniens? C'est tout simplement parce que les Iraniens avaient prévu, depuis maintenant plusieurs décennies, sont préparés pour cela, préparer un affrontement contre des grandes puissances conventionnelles comme les Américains et les Israéliens. Et donc, ils avaient prévu une guerre asymétrique qui consisterait de façon très simple à saturer les, comment dirais-je, les défenses américaines, israéliennes et en l'occurrence de la péninsule arabique, avec énormément de munitions qui coûtent extrêmement peu cher. Ce sont notamment les drones kamikazes Shahed 136, qui sont un peu le symbole de cette guérilla du missile, et qui est en fait un dispositif éprouvé maintenant depuis 3-4 ans presque, enfin en tout cas 2-3 ans en tout cas, en Ukraine. Les grandes campagnes de frappe de drones lancées par la Russie en Ukraine le sont avec notamment des drones iraniens. Donc c'est une tactique éprouvée et approuvée en Ukraine et que les Iraniens ont tout simplement remis au goût du jour. Et donc tout leur commandement est décentralisé en Iran, est conçu pour fonctionner même une fois que leur état-major est décapité. Et c'est pour ça en fait qu'on a observé évidemment une diminution très significative du nombre de missiles tirés en gros, dans la première semaine du conflit, puisque les Américains et Israéliens avaient vraiment détruit, on va dire, l'essentiel des installations les plus sensibles, mais en revanche, il reste tout à fait encore assez de cellules autonomes tout à travers le territoire iranien pour continuer en fait de mener cette guerre asymétrique qui permet de remplir tous les objectifs qu'on a vus en tout début, donc perturber le secteur énergétique, provoquer des pertes humaines américaines et diviser les alliés de Washington. J'en arrive donc maintenant à mon troisième point, qui est évidemment le bilan de la guerre. Alors pourquoi on peut parler du bilan maintenant? La guerre en tant que telle n'est pas finie, mais il y a depuis le 8 avril un cessez-le-feu officiellement de 2 semaines. Bon, ce cessez-le-feu, on va dire, arrange un peu tous les belligérants de ce conflit, puisque tout le monde est un peu essoufflé, un peu éreinté par ces affrontements. Il s'agit là pour Trump de voir quelle porte de sortie il peut trouver à ce conflit qui, pour le moment, ne lui a absolument rien apporté, et les Iraniens voir quels avantages ils peuvent tirer de leur victoire stratégique. Car, il faut le dire, il s'agit d'une victoire stratégique pour les Iraniens. Pourquoi? Puisque malgré plusieurs milliers de morts, entre une large partie de civils, le régime iranien a tenu bon et même ressort fortifié de cette campagne de frappe. Les objectifs américano-israéliens de changement de régime en Iran ont échoué. Les objectifs de réduire la capacité nucléaire et missilière, c'est-à-dire la capacité de l'Iran à développer et utiliser et tirer des missiles balistiques, a échoué également. Alors bien sûr, ces capacités ont été très fortement réduites. Du reste, elles sont encore opérationnelles, comme l'ont montré les dernières heures précédant le cessez-le-feu, où encore une fois l'Iran avait lancé des frappes de drones, de missiles, etc., sur plusieurs pays de la région. Donc les objectifs principaux des Américains et des Israéliens ont échoué, l'Iran en revanche en sort sorti. Le le bilan humain est évidemment massif et il est intéressant de voir justement que alors évidemment l'Iran apparaît comme le pays le plus touché, c'est ce que la carte à gauche montre. Plus la couleur est foncée, plus le pays a subi des pertes humaines. L'Iran et le Liban sont de très loin les pays qui ont été le plus touchés, par ces frappes. Le Liban d'ailleurs même maintenant surpasse, l'Iran. Mais juste après eux, c'est l'Irak, encore une fois, dont on parle peu, mais qui a fait l'objet des plus larges campagnes de frappe, et donc la plus, comment dirais-je,
du plus grand nombre de morts et notamment de morts civiles. Et ensuite et seulement viennent Israël et les Émirats arabes unis. Donc les Émirats arabes unis, encore une fois, se distinguent du lot. On voit que de très loin, ce sont eux qui ont le plus subi les campagnes de frappe iraniennes de toute la péninsule arabique, et notamment du fait de leur proximité avec le territoire iranien, qui garantissait le fait que les missiles et drones iraniens avaient très peu de distance à parcourir, et donc que comment dirais-je, le temps de détection était beaucoup plus faible pour les forces américaines sur place, et donc les missiles avaient beaucoup plus de chances d'atteindre leur cible, ou en tout cas que les débris des missiles interceptés fassent le plus de dégâts possible. Bon. L'un des autres bilans de cette guerre, évidemment, enfin l'un des autres aspects de ce bilan, c'est évidemment que le détroit d'Ormuz reste de facto impraticable aujourd'hui. Et ça aussi bien à cause des Iraniens que des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont fait savoir que pour le moment, aucun navire ne devrait transiter par Hormuz en s'acquittant d'une taxe comme celle que proposent les Iraniens, on en parlera un peu mieux après, tandis que les Iraniens font savoir qu'aucun navire ne quittera les détroit d'Ormuz tant qu'ils ne s'acquitteront pas de cette taxe, au risque d'être la cible de tir. Donc pour le moment, il y a évidemment certains navires qui parviennent à sortir de détroit, mais ça reste encore très épisodique et donc très localisé. Les Iraniens avaient fait savoir que tous les pays jugés alliés, en tout cas, on va dire sympathisants du régime iranien, pouvaient circuler. Donc il y avait dans cette liste la Chine, le Pakistan, l'Inde, etc. Finalement, la Malaisie et Thaïlande ont réussi à obtenir également un droit de passage. Mais en tout cas, on est évidemment très très loin des niveaux de passage d'avant-guerre. Ce qui me permet donc de venir à mon point suivant, qui est Heu, le sujet des négociations. Parce que donc ce cessez-le-feu de 10 jours, a normalement pour but de permettre justement d'aborder, heu, les doléances iraniennes et américaines. En tout cas, permet à chaque partie de pouvoir étudier les doléances respectives. Donc, il y a plusieurs problèmes à à ces négociations. Premièrement, l'une des conditions sine qua non de l'Iran pour accepter un cessez-le-feu durable, c'est que ce cessez-le-feu inclut le Liban. Sauf que ce n'est pas le cas. Si les affrontements, enfin en tout cas si les frappes en Iran ont cessé et les frappes dans la péninsule arabique ont cessé, Israël a fait savoir que ses opérations militaires au Liban allaient en revanche continuer. Et de fait, elles continuent de façon particulièrement volontariste, puisque depuis l'annonce du cessez-le-feu le 8 avril, enfin donc cessez-le-feu en Iran, dans la péninsule arabique, il y a déjà eu plusieurs centaines de morts au Liban. Le but pour Israël est de vraiment parvenir à sécuriser cette zone tampon entre son territoire et les zones qu'elle estime être par conséquent hors de portée de potentiels tirs du Hezbollah. Et donc les frappes aériennes et les mouvements de troupes terrestres continuent résolument. Ça, c'est le premier point qui donc pose problème. Deux autres points, c'est deux autres pierres d'achoppement majeures qui ont abouti, enfin notamment qui ont abouti à l'échec des négociations qui avaient été menées au Pakistan, là ces derniers jours, sous l'égide pakistanaise entre les Iraniens et les États-Unis. C'est évidemment la question du détroit d'Ormuz. Quelle question? Donc là, vous avez une carte à gauche. Bon, encore une fois, esthétiquement, elle est assez critiquable, mais j'ai voulu faire quelque chose de simple et facilement compréhensible, car en réalité, c'est assez complexe. Donc, vous avez le détroit d'Ormuz, qui est un goulot d'étranglement géographique très complexe pour les navires, puisque il y a 2 aspects à cela. La première, c'est que les couloirs de navigation sont très difficiles à pratiquer. Là, sur la carte, on dirait voilà, qu'il y a de la place. En réalité, ce n'est pas le cas pour des raisons voilà, de profondeur, de courant, etc., et aussi de sens de navigation. En fait, les espaces, les couloirs de navigation sont extrêmement étroits. Il y en a plusieurs, très difficiles à pratiquer. Il y en a plusieurs et qui passent, en gros, pour faire simple, soit par les eaux territoriales iraniennes, d'ailleurs je m'en excuse, la légende est mauvaise, pardon, en vert ce sont les eaux territoriales omanaises, ça va sans dire, et en rouge les eaux territoriales iraniennes. Et donc quand un navire veut passer de la mer d'Arabie au golfe Persique ou l'inverse, il doit passer soit par les eaux territoriales iraniennes, soit par les eaux territoriales omaniennes. Et sauf que, enfin, omanaises, pardon. En gros, le passage dans les eaux internationales est finalement très limité et comment dirais-je, ne permet pas de se soustraire aux eaux territoriales omanaises ou iraniennes. Donc, fort de ce constat, l'Iran a fait savoir que désormais il y aurait un péage
comme pour le canal de Suez, par exemple, ou autre, il y aurait un péage, en l'occurrence, qui viserait à dédommager les dommages, enfin les destructions subies en Iran. Et donc, chaque navire qui voudrait passer par là devrait s'acquitter d'une somme de 2 millions de dollars. Sachant que l'Iran, bon joueur, a fait savoir qu'évidemment, ce péage serait partagé entre l'Iran et Oman, puisqu'après tout, ils partagent tous les deux le contrôle en termes de territorial du détroit d'Ormuz. Bon, Oman a fait savoir qu'il n'était pas du tout intéressé, qu'il respecterait les traités internationaux maritimes. Euh, Ce à quoi donc l'Iran a répondu en disant que dans tous les cas, les navires auraient de grandes difficultés à pratiquer le détroit d'Ormuz par le versant omanais, pour la simple et bonne raison que l'Iran aurait posé des mines maritimes pendant le conflit. Alors là-dessus, il y a un grand flou qui subsiste. C'est une menace que les Iraniens avaient agitée à de nombreuses reprises, le fait de miner le détroit, une menace qu'ils n'avaient pas réellement concrétisée parce qu'il s'agissait là pour le coup d'une escalade majeure. Pourquoi? Parce que les mines navales sous-marines sont beaucoup plus complexes à déminer, à retirer que des mines terrestres. Et croyez-moi, c'est le Normand que je suis qui vous parle. Encore aujourd'hui, on retire plusieurs tonnes de mines sous-marines au large de la Normandie, par exemple. Des mines qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour vous dire que des mines posées par un pays comme l'Iran, qui aujourd'hui même admet qu'il a du mal en fait à savoir où sont toutes les mines qu'il aurait pu poser, parce que les mines notamment dérivent en fonction du courant, etc. C'est extrêmement complexe. En tout cas, c'est assez sérieux pour que les États-Unis aient fait savoir qu'ils ont dépêché 2 navires en charge en tout cas de planifier un potentiel déminage du détroit d'Ormuz. Mais donc cette simple menace, aussi résiduelle soit-elle, est en réalité une menace très crédible, puisque ces mines sont une menace imprévisible, pratiquement détectable pour certaines d'entre elles. Et donc, ça va rendre le détroit d'Ormuz de facto quasi impraticable sur le court et moyen terme, pour sûr. Et donc ça me permet d'arriver à mon dernier point, qui est celui des perspectives, justement de ce conflit, de cette situation un peu insoluble. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre 2 photos 2 photos qui relatent des campagnes de propagande iraniennes. Les Iraniens sont très forts en propagande murale et en tout cas urbaine. Et donc vous avez par exemple celle du dessus, qui montre, à la table des négociations, un responsable iranien à droite et à gauche un responsable américain. Et vous le voyez évidemment sous la table, évidemment les Américains, enfin le responsable américain est harnaché comme un soldat qui s'apprête à partir en guerre. Une façon pour les Iraniens de souligner la défiance qu'ils ont désormais à l'égard des Américains, puisqu'à 2 reprises, il est vrai, les Américains ont attaqué en pleine négociation. Et le deuxième en dessous, c'est un grand, comment dirais-je, un grand placard publicitaire qui montre des soldats iraniens en train de capturer dans leur filet des belles prises de navires et d'appareils de combat américains. Et en perçant à gauche, c'est marqué que le détroit d'Ormuz restera fermé. Ces messages permettent en fait, pour moi d'illustrer les grands problèmes qui vont se poser à nous pour les jours, semaines et voire mois à venir par rapport à ce conflit. C'est le problème de la défiance. La défiance, enfin la confiance est évidemment rompue, et les Iraniens, forts de leur victoire stratégique, ont tout intérêt à continuer à faire du chantage, par rapport au détroit d'Ormuz, puisque pour le moment, ce sont eux qui, en quelque sorte, gardent la main sur les menaces pesant sur le détroit d'Ormuz. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une poursuite, au moins à moyen terme, des hostilités au Liban. Les Israéliens ont fait savoir qu'ils étaient en train de négocier avec le Liban pour trouver une issue au conflit. Certes, le problème, c'est que ce n'est pas avec le Liban qu'Israël est en guerre, c'est avec le Hezbollah au Liban. Donc, même si un accord est trouvé avec le Liban, il faut encore que le Hezbollah l'accepte. Et pour le moment, le Hezbollah fait savoir qu'il n'était pas du tout intéressé pour cause par un accord entre le Liban et Israël. Deuxièmement, il y a un risque crédible de reprise d'hostilité entre les États-Unis et, je m'excuse, il y a un trou dans ma diapositive, et évidemment l'Iran. Et il y a un risque crédible puisque, à l'heure actuelle, du fait de l'embourbement des négociations, de l'échec des négociations, Donald Trump a fait savoir qu'il menait en guise de représailles, de chantage, un blocus maritime de l'Iran. Donc maintenant, interdiction à tout navire de quitter ou d'entrer les ports iraniens. Donc évidemment, les Iraniens ont fait savoir que c'était un acte illégal de piraterie. Donc, autant vous dire que pour l'instant, l'état des négociations est assez restreint, compte tenu du fait qu'il reste encore une, une semaine, une grosse semaine, on va dire encore 8 jours, avant la fin officielle du cessez-le-feu. Toutefois,
il y a un problème qui se pose, c'est le problème majeur des munitions, des matériels qui ont été très éprouvés par la guerre. C'est notamment une des raisons pour lesquelles Donald Trump, qui la veille du cessez-le-feu se menaçait encore de détruire, d'anéantir la civilisation iranienne, a finalement dit, enfin voilà, admis que les propositions iraniennes étaient des propositions finalement, comment dirais-je, audibles et qui pouvaient faire l'objet de négociations. C'est que les États-Unis, n'étaient pas nécessairement prêts pour une guerre aussi intensive, aussi brutale, en aussi peu de temps. Évidemment, en cas de conflit majeur, l'industrie américaine serait capable de se mettre en branle pour, assurer l'approvisionnement en munitions et cetera. Mais normalement, cette guerre se voulait claire, hein, cette guerre se voulait très rapide et ce n'a pas été le cas. Et donc pour vous donner quelques indicateurs, les Américains ont tiré à peu près 900 missiles Tomahawks, qui sont un peu, on va dire, le missile, standard, un peu classique, le grand classique des Américains lors de leurs frappes en Irak en 2003, en Afghanistan en 2001 et cetera. Ce chiffre de 900 Tomahawks, c'est celui d'à peu près 9 ans de commandes publiques américaines auprès des, fabricants de ce type de missiles. Les missiles d'interception des drones et missiles iraniens, les missiles notamment THAAD et cetera, normalement devaient plus ou moins enfin leur stock devait venir plus ou moins à bout à la fin du mois d'avril, au rythme où les choses allaient. Hem, à tel point que les Américains avaient même commencé à rapatrier des intercepteurs de Corée du Sud, donc les missiles qui étaient enfin les intercepteurs de missiles qui étaient face à la Corée du Nord et qu'ils avaient commencé à tâter le terrain auprès de Varsovie pour savoir si les Polonais seraient enclins à laisser les Américains transférer certaines de leurs intercepteurs de missiles vers le théâtre moyen-oriental. Donc on voit qu'il y a quand même un flux tendu assez complexe à gérer pour les Américains, qu'ils n'auront certainement pas à compenser en 2 semaines de cessez-le-feu. Donc des menaces à la réalité, il n'y a qu'un pas, mais il y a aussi justement des réalités à prendre en compte, pour les 2 belligérants. Enfin, en parlant notamment que des Américains et des Israéliens. Donc à l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura en tout cas un délai conséquent, avant un retour à la normale du trafic dans le détroit d'Ormuz et donc des approvisionnements énergétiques et donc des prix du pétrole notamment, du fait de cette incertitude, sur la reprise du conflit entre Américains et Iraniens. Ce qui est sûr en revanche, c'est que si jamais le conflit venait à reprendre, même de façon assez mineure ou localisée, les Iraniens reprendraient aussitôt la tactique qui a très bien marché jusqu'à maintenant, c'est-à-dire frapper les pays qu'ils jugent comme accueillant des bases américaines et surtout qui permettrait de continuer à perturber le commerce international et donc à effectuer une pression sur Washington, qui est donc de bombarder la péninsule arabique. Euh, Ça fait donc 25 minutes que je parle et il est temps pour moi de m'arrêter sur ces perspectives. On aura l'occasion de tous les cas de répondre à vos questions par la suite. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre Mollet que beaucoup d'entre vous connaissent, l'homme qui gérait des évacuations de charters à main nue. Alexandre Mollet, le micro est à toi. Merci beaucoup Michel pour cette belle introduction et évidemment pour ce bel exposé et ton expertise légendaire. Je me permets effectivement de passer sur la deuxième partie de notre propos et notamment celle liée aux recommandations opérationnelles que nous émettons pour les organisations ayant des activités en local. Alors évidemment, au vu de la volatilité de la situation et de l'évolution du conflit passé et à venir, il est évident que l'ensemble de ces recommandations ont déjà fait l'objet de beaucoup de modifications, connaîtront probablement d'autres ajustements par la suite. Et pour attaquer mon propos, j'ai décidé de m'intéresser à trois axes complémentaires. Alors tout d'abord, les recommandations que nous émettons pour les voyageurs internationaux, le personnel qui souhaiterait participer à des déplacements dans la région, des déplacements ou des transits. Avant de m'intéresser en seconde et troisième partie aux recommandations que nous émettons pour le personnel présent sur place tout d'abord, et ensuite un petit peu plus en détail pour les organisations qui souhaiteraient se préparer et ou suivre effectivement la situation locale et leur PAX. Alors tout d'abord, très brièvement, concernant les recommandations que nous émettons pour les voyageurs internationaux, alors celle-ci a connu une certaine évolution pas plus tard que hier, ce qui fait qu'à date, les seuls pays pour lesquels nous recommandons strictement de différer l'ensemble des déplacements, quels qu'ils soient, sont naturellement les pays les plus impactés par le conflit. Je pense ici donc à l'Iran, également à Israël, au territoire palestinien et bien entendu le Liban. Il est également à noter la présence du Koweït, dont l'espace aérien est tout à fait impraticable
et dont les modalités d'évacuation sont un petit peu plus complexes que d'autres pays de la péninsule arabique. Et l'ajustement majeur que nous avons fait, je dirais, hier, concerne un certain nombre d'autres pays de la région. On pense notamment aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Bahreïn, à Oman, au Qatar, et donc comme vous pouvez le voir sur la carte, qui sont des pays pour lesquels nous recommandons aujourd'hui de différer non pas tous les déplacements, mais tous les déplacements qui ne seraient pas considérés comme non essentiels, voire même critique. En l'occurrence, on reste, compte tenu de la volatilité de la situation et des éléments que Michel a pu exposer, on reste tout de même particulièrement prudent sur la reprise de déplacements internationaux dans ces pays-là. Le but étant bien entendu d'éviter d'augmenter son exposition au risque en rajoutant du personnel qui ne serait pas absolument nécessaire dans ce climat un petit peu tendu. Et par ailleurs, d'autres pays ont fait l'objet d'assouplissements au cours des dernières semaines. On pense notamment à Chypre, à l'Égypte, mais aussi à la Turquie, où les déplacements peuvent reprendre dans des conditions plutôt classiques. Deuxième volet de nos recommandations pour le personnel présent sur place. Donc alors évidemment, on émet un certain nombre de recommandations pour ce personnel visant à maintenir les activités en local, et on pense notamment à l'ensemble des recommandations visant à limiter sa présence aux abords des bases militaires américaines, des intérêts diplomatiques ou des représentations stratégiques des Américains ou des Israéliens dans la région. Néanmoins, la question qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est la recommandation ou non d'évacuer le personnel présent sur place. Et c'est ce qui fait l'objet d'ailleurs le plus souvent des échanges que nous avons avec vous, avec nos clients et avec d'autres organisations depuis maintenant de nombreuses semaines. Alors là-dessus, effectivement, on a 3 pays pour lesquels nous recommandons d'évacuer l'ensemble du personnel. Pour rappel, il s'agit donc de l'Iran, du Liban et du Yémen, et 4 autres territoires pour lesquels, effectivement, nous recommandons une évacuation à minima du personnel non essentiel. Et ici, on parle évidemment de l'Irak, d'Israël, des territoires palestiniens et de la Syrie. Je vais m'attarder un petit peu plus, comme vous pouvez vous en douter, sur d'autres pays de la péninsule arabique, et notamment particulièrement stratégiques, et qui font l'objet d'un nombre très important de discussions que nous avons avec de nombreuses organisations. Je pense notamment à l'Arabie saoudite, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats ou au Koweït, où effectivement, nous ne recommandons pas formellement d'évacuer ces pays-là. Nous avons, il y a quelques semaines, ajusté à la hausse le niveau d'évacuation de ces pays-là, qui sont passés en niveau 2, en niveau warning. Alors, pour rappel, ce niveau warning, comme je l'ai exprimé, ne nécessite pas le lancement d'une évacuation de vos collaborateurs. Néanmoins, il donne à voir une volatilité particulièrement importante de la situation sur place, qui nécessite un ajustement de sa posture opérationnelle pour les organisations, qui doivent s'assurer en réalité de l'existence, tout d'abord, de leur plan de contingence, d'urgence et d'évacuation, mais aussi de leur implémentabilité, je dirais, sur court préavis. Alors, la nécessité de lancer ou non une évacuation, c'est une décision évidemment très importante pour chaque client qui a une présence sur place. Et naturellement, il n'y a pas nécessairement de réponse unique à cette question. Je veux dire par là, effectivement, que la décision d'évacuer ces pays-là qui sont en niveau 2 de warning, elle peut être effectivement ajusté par chaque organisation selon plusieurs facteurs. Alors tout d'abord des facteurs internes qui sont très importants et qui nécessitent d'être questionnés en interne au sein de vos organisations respectives. On pense tout d'abord par exemple au secteur d'activité. Y a-t-il certains secteurs d'activité, votre organisation travaille-t-elle pour un secteur d'activité qui constitue un enjeu stratégique de premier plan pour certains acteurs de la région et qui pourrait donc faire l'objet de menaces particulièrement ciblées? Et le second facteur interne propre, cette fois-ci à chaque organisation également,
c'est le profil de votre exposition. Quel est le volume de votre exposition? Quel est le profil du personnel que vous avez présent sur place? Et il est vrai que dans un niveau 2 de préparation à l'évacuation de warning, il est tout à fait courant d'avoir effectivement certains personnels qui demandent proactivement, en fonction d'un certain nombre de paramètres, une évacuation préventive ou une relocalisation temporaire. Et on invite naturellement les organisations à adopter une démarche la plus pragmatique et flexible pour ce type de personnel qu'on considérait comme particulièrement exposé. On pense ici par exemple aux familles, aux dépendants avec donc, les familles avec enfants, au personnel faisant l'objet de détresse émotionnelle et qui seraient peu enclines à maintenir leur présence dans un environnement sécuritaire aussi volatile et aussi stressant. Et donc, effectivement, en dépit de l'absence de recommandations formelles d'évacuer, l'ensemble de ces discussions doit être tenu en interne au sein de notre organisation pour savoir effectivement s'il y a un ajustement partiel doit être implémenté en interne et si effectivement certains départs volontaires doivent être, si ce n'est encouragés, au moins supportés pour ce personnel spécifique et préidentifié. Ensuite, en termes de facteurs rentrant en ligne de considération, en ligne de compte dans la décision d'évacuer ou non ces pays, naturellement, il va y avoir des facteurs externes que je mentionnais un petit peu plus tôt. Alors tout d'abord, effectivement, il y a les moyens disponibles. On pense ici notamment à l'espace aérien de ces pays. Vous pouvez voir effectivement sur la droite de votre écran que de nombreux espaces aériens de la région sont actuellement ouverts à des degrés effectivement divers et variés. On voit effectivement par exemple que l'espace aérien des Émirats arabes unis est considéré comme étant partiellement ouvert. Pour autant, on sait que de nombreuses liaisons commerciales sont opérantes depuis les aéroports internationaux de Dubaï et d'Abu Dhabi notamment. On sait effectivement que l'espace aérien du Qatar est officiellement fermé, mais qu'un certain nombre de liaisons commerciales un peu plus parcellaires ou résiduelles néanmoins sont maintenues. Et donc, effectivement, les moyens disponibles nécessairement sont le premier paramètre à prendre en considération dans cette prise de décision. Et elles ont un rôle notamment majeur dans l'encouragement ou non de ces départs volontaires tant que ces moyens sont disponibles. Les autres facteurs externes à prendre en considération sont les facteurs d'escalade qui pourraient traduire un infléchissement à court ou moyen terme de cette recommandation d'évacuation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces facteurs d'escalade parce que d'une part, ils sont nombreux. Vous avez ici les principaux facteurs qui sont surveillés par nos équipes. Donc, en rouge, les facteurs d'escalade, en vert, les facteurs un peu plus positifs de désescalade et qui pourraient traduire un infléchissement plutôt positif à court ou moyen terme. Néanmoins, l'idée, effectivement, est de dire que l'ensemble de ces indicateurs qui sont communiqués et mis à jour par nos équipes au sein de nos party lines, de nos crisis updates toutes les 48 heures, doivent faire l'objet, effectivement, d'une surveillance étroite par les organisations afin de savoir si un infléchissement de leur posture opérationnelle doit être envisagé. Je vais pouvoir passer effectivement à la suite de la présentation. Merci beaucoup, Béa. Pour les organisations, effectivement, on considère qu'il est primordial de faire le point dans le cadre de cette posture de warning sur un certain nombre d'éléments sur lesquels on a encore une fois pu échanger très en détail avec de nombreux clients et prospects. Alors tout d'abord, la décision d'évacuer, je l'ai déjà mentionné. Le point effectivement primordial qui doit faire l'objet d'une préparation et d'une mise à jour constante par les organisations, c'est évidemment le recensement du personnel, ce qui n'est pas nécessairement une mince affaire dans des pays qui sont aussi business critical, je dirais, et où en général l'exposition ou le nombre de collaborateurs présents sur zone est d'une part particulièrement volumineuse, d'autre part particulièrement variée. Néanmoins, ce recensement, il est absolument nécessaire pour toute organisation dans le cadre de ces plans d'urgence, mais également pour pouvoir lancer quelconque évacuation en cas de besoin.
Donc nécessairement, ce recensement, il passe par la consolidation d'un manifeste, un manifeste qui est donc vulgairement donc un tableau plus ou moins étoffé avec les informations clés de chaque collaborateur qui serait pris en considération dans une potentielle évacuation et qui doit notamment, et c'est très très important, s'assurer d'un certain nombre d'éléments et notamment évidemment de la nationalité des collaborateurs présents sur place, de la validité de leur titre d'identité et de voyage pour ce qui est de la validité des passeports et également l'existence ou non de visas pour les pays limitrophes et ou d'autres pays de la région qui pourraient être utilisés dans le cadre d'évacuation. On pense ici, par exemple, pour le personnel présent aux Émirats arabes unis, dans le cadre d'un recensement d'un personnel présent aux Émirats arabes unis, il est, je dirais, entre guillemets, assez important, si ce n'est primordial, de s'assurer de la possibilité pour ces collaborateurs, en fonction de leur nationalité, de leur possibilité à entrer sur le territoire du sultanat d'Oman, par exemple, en cas de nouvelle dégradation de la situation sécuritaire aux Émirats arabes unis, qui entraînerait une fermeture complète de l'espace aérien, et donc effectivement qui aboutirait à une situation pour laquelle l'unique porte de sortie viable, ou du moins la porte de sortie privilégiée, serait un déplacement terrestre vers le sultanat d'Oman. Et donc en fait finalement cette logique de s'assurer la possibilité d'entrer dans les territoires limitrophes, elle est valable pour d'autres cas de figure. On pense notamment à la possibilité d'entrer en Arabie Saoudite, qui a également démontré une grande résilience, ou qui du moins a été effectivement particulièrement résilient en termes d'ouverture de l'espace aérien, ce qui a été très utile pour le personnel qui était bloqué, par exemple, effectivement, au Qatar. Donc, particulièrement important dans le cadre du recensement de ces populations, s'assurer de la validité de ces points et également faire l'objet d'une priorisation groupée si possible. C'est lors de ce recensement qu'il est opportun pour l'organisation de s'interroger sur le statut de chacun de ces collaborateurs et de leur attribuer effectivement, je dirais, un degré de criticité de présence sur place et de faire le tri effectivement entre le personnel absolument essentiel, le personnel non essentiel, et de faire le point sur les conditions de vulnérabilité de certains collaborateurs qui doivent être pris en compte dans des plans d'urgence et de contingence. On pense ici par exemple aux collaborateurs souffrant de maladies chroniques ou, comme je le disais un petit peu plus tôt, aux collaborateurs ayant des familles comprenant des enfants en bas âge. Très brièvement, petite mention spéciale également pour les animaux de compagnie qui doivent faire l'objet d'une préparation particulière et parfois très complexe pour faire partie d'une évacuation. Et de la même façon, il est donc important de s'assurer que nos bêtes à poil bénéficient de l'ensemble des autorisations leur permettant de prendre part à une évacuation, notamment en termes de vaccination et de documentation de voyage. Enfin, très brièvement, et parce que je suis conscient du temps et que je dois laisser du temps à ma collègue Béatrix, pour conclure, il sera absolument primordial, dans le cadre de cette préparation, pour chaque organisation, de s'intéresser au rôle de chacun, notamment en termes d'approbation budgétaire et de ligne de prise de décision. Et en fait, l'ensemble de ces éléments va permettre effectivement de gagner en efficacité, que ce soit un gain de temps, tout d'abord pour la gestion de l'ensemble de l'opération. Évidemment, tous ces éléments vont vous permettre d'orienter votre prise de décision, vont nous aider également à identifier un plan d'action viable en cas d'activation de nos services pour une évacuation. Et naturellement, dans l'ensemble, l'organisation interne et ses canaux de communication prédéfinis permettront de sensiblement faciliter la coordination d'une éventuelle opération. Voilà, je m'arrêterai là. N'hésitez pas à nous contacter effectivement si vous souhaitez échanger sur votre exposition propre et sur les lignes à prendre au niveau de votre organisation. Et je laisse de ce pas la parole à Béatrix. Merci beaucoup Alexandre et bonjour à tous et toutes. Et moi, je vais terminer avec les conséquences globales de ce conflit au Moyen-Orient sur donc, le reste du monde. Il est important de garder à l'esprit que ce conflit ne doit pas occulter d'autres foyers de tension, qu'ils soient déjà préexistants, structurellement préexistants,
ou à défaut qu'ils émergent précisément en réaction à cette crise. Donc, la majorité des régions géographiques hors Moyen-Orient ne sont donc pas impliquées militairement. Le risque militaire direct en dehors du Moyen-Orient reste globalement faible, voire négligeable. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Asie, les États ne sont pas engagés dans le conflit, ont plutôt tendance à rester relativement et majoritairement neutres. Mais les effets indirects se font déjà sentir et pourraient s'intensifier dans les semaines et les mois à venir si on n'arrive pas à une résolution de cette crise. Et ces impacts se structurent autour de 4 grands axes que je vais développer: l'impact économique, l'impact sécuritaire, l'impact politique et l'impact social. Donc, on va commencer par l'impact économique, qui est le principal vecteur d'impact. Le conflit a entraîné, et là je ne vous apprends rien, une augmentation des prix du pétrole, ainsi que les coûts du transport maritime, des primes d'assurance, a renchéri donc le coût du carburant importé. Et le risque le plus important provient de la hausse des coûts du carburant, qui ont une incidence aussi sur les coûts de l'alimentation, du transport, alimentés par les volatilités des prix mondiaux du pétrole. Et cela accentue donc des pressions inflationnistes, en particulier dans les pays importateurs nets de carburant. Donc, dans de nombreuses régions dépendantes des importations énergétiques, comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, cela se traduit directement par une hausse du coût de la vie, mais aussi une hausse du coût du business pour nous tous. Bien sûr, on a également les chaînes d'approvisionnement qui sont impactées. On le sait, la mer Rouge, le détroit d'Ormuz sont des points absolument critiques du commerce mondial. Et les perturbations, que ce soit les attaques, les détournements, le hausse aussi des assurances, augmentent les délais, les coûts logistiques et les prix, in fine, des biens importés. Et puis, on a aussi un impact sur le transport aérien, le tourisme, même si cette thématique nous concerne un peu moins dans ce forum. Mais la fermeture d'espace aérien au Moyen-Orient a directement impacté, continue d'impacter directement des hubs majeurs que sont Doha au Qatar ou Dubaï aux Émirats arabes unis, ce qui perturbe donc les flux vers l'Afrique, l'Asie, le Pacifique. Donc concrètement, ces dynamiques économiques, elles se traduisent déjà très clairement sur le terrain, et je voulais ici faire un focus sur la zone de l'Asie du Sud-Est, où les impacts sont très concrets et visibles, tangibles au quotidien. On sait que pour cette zone géographique, 80% du pétrole et du gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d'Ormuz, ce qui est en train d'affecter très fortement les approvisionnements en carburant. Le conflit, on l'a dit, a aussi perturbé les chaînes d'approvisionnement donc du Golfe vers l'Asie pour les industries dépendantes des hydrocarbures et de l'hélium, donc de tout autre type de gaz et de matières premières qui sont principalement utilisées dans la fabrication de plastique, de semi-conducteurs, mais aussi d'engrais. Et des mesures de gestion de crise très concrètes ont été prises en conséquence de cette hausse des prix du carburant. Des gouvernements ont déjà mis en place des restrictions sur le carburant. Des coupures d'électricité dans certains États sont planifiées, donc en raison même de ces tensions sur l'approvisionnement. Alors, je vous cite quelques exemples, je ne vais pas tous les lister ici, mais pour vraiment illustrer ce propos. Que ce soit au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, on dénombre plus de 400 stations-service qui ont fermé. On dénombre également des milliers de défauts d'approvisionnement de celles-ci. Aux Philippines, c'est un état d'urgence énergétique qui a été déclaré et mis en place le 24 mars dernier, afin de permettre une réponse coordonnée à l'échelle de l'ensemble du gouvernement et d'explorer des sources alternatives en matière d'approvisionnement en carburant, y compris auprès de la Russie. À noter que pour les Philippines, c'est 90% de leurs importations de pétrole qui proviennent du Golfe. Donc, c'est effectivement dans la zone Asie du Sud-Est le premier pays à être le plus touché de manière indirecte. Et puis, pour parler d'autres mesures que les gouvernements ont pu mettre en place dans cette partie du monde
pour aussi réduire donc la consommation. En Indonésie, en Thaïlande, c'est le télétravail qui est imposé ou à minima fortement encouragé. Aux Philippines, en Malaisie, on a aussi des aménagements du temps de travail qui sont mis en place. Dans d'autres pays, je pense au Bangladesh, on a des horaires d'ouverture de commerce, de bureaux qui ont été réduits. Et puis, ça va même plus loin dans certains cas. Je pense à la Thaïlande, où des restrictions d'achat de carburant ont été imposées. Les prix des transports en commun qui augmentent en conséquence. Au Vietnam, ce sont des vols domestiques qui ont été annulés. Et puis, dans plusieurs pays, de manière anecdotique ou même confirmée, hein, des mesures qui sont prises pour éviter ces achats de panique, ce phénomène de stockage illégal. Et puis, on sait bien sûr que ces pressions économiques débordent également dans le paysage social, voire même politique, puisque ces tensions économiques ayant un impact sur la vie quotidienne, la vie courante des populations, ont toujours tendance à être accompagnées de réactions sociales, de grèves, de manifestations, de manifestations de transporteurs. On en a vu aux Philippines et ailleurs. Je vous pose juste la question de savoir si vous voyez encore mon écran, puisque j'ai une alerte que le temps était… Ok, super, merci pour les pouces. Voilà, donc d'autres mobilisations restent possibles, on en a observé et il faut s'attendre à en observer d'autres dans la région. Et puis le secteur aérien, je vous le disais, hein, qui a été donc fortement impacté, mais notamment au niveau des compagnies low cost. Je pense au Vietnam où c'est le cas, mais ailleurs et même en Europe, hein, d'ailleurs. Mais on constate une réduction de vol, alors que le prix des billets d'avion augmente, ce qui affecte aussi directement les économies qui sont très dépendantes du tourisme, encore une fois en particulier en Asie. Et puis à moyen terme, et ça c'est un facteur important, un signal faible à étudier, ne pas perdre de vue, qui peut avoir de vrais impacts, c'est que cette augmentation du coût des transports, des intrants agricoles comme les engrais, sont tout à fait susceptibles d'aggraver l'insécurité alimentaire. Donc des pays qui sont déjà fragilisés, qui sont déjà en insécurité alimentaire, on pense ici au Malawi, au Zimbabwe ou à la Zambie par exemple, sont susceptibles d'être de manière encore plus profonde affectés. Donc voilà, donc on le disait, des pressions économiques qui accroissent ce risque de manifestations socio-économiques. Et donc dans des pays où justement, structurellement, vous avez des tensions socio-économiques préexistantes, un sentiment anti-gouvernemental, un peu voilà, qui plane de manière omniprésente, une culture aussi de protestation bien ancrée, c'est un terreau qui est déjà favorable à la naissance de futurs mouvements de manifestations donc, contre les gouvernements locaux et plusieurs pays de la zone Afrique subsaharienne ou encore de la zone Asie. Souvenez-vous des manifestations de la Gen Z l'année dernière, c'est encore une fois un terreau qui est très favorable. Et puis même, sans aller jusque-là, du côté de l'Europe, en Irlande du Nord, on peut observer depuis plus d'une semaine maintenant des perturbations qui sont très importantes et qui sont dues à des manifestations en raison de la hausse des prix du carburant. C'était dimanche dernier que le gouvernement irlandais annonçait un nouveau plan de soutien pour atténuer la crise énergétique. On a un mécontentement public qui est très fort à l'échelle des politiques gouvernementales qui reste élevé malgré ces annonces et des manifestations qui ont été véritablement d'ampleur et qui ont bloqué des routes principales, y compris jusque l'aéroport. Donc, encore une fois, très concret pour nos collaborateurs respectifs. Et puis, ce qui est notable également, c'est le potentiel impact sécuritaire indirect et des opportunités qui réémergeraient dues à une sorte de vide sécuritaire qui pourrait se mettre en place à mesure que ce conflit mobilise l'attention de grandes puissances, notamment des États-Unis, d'un certain nombre de leurs alliés, qui a tendance à réorienter l'attention ou qui a le potentiel de réorienter l'attention stratégique et potentiellement de ressources également, ce qui peut augmenter
l'exposition de la région à des risques existants en matière de militantisme, en matière d'instabilité politique et de fragilité économique. Donc, ça signifie très concrètement que certains pays pourraient donc pâtir directement de cette réorientation et, on va dire, connaître des lacunes en matière de capacité de lutte contre le terrorisme, de lacunes en matière de partage de renseignements et plus globalement de réponse à des crises sécuritaires et politiques. Donc, dans certains contextes, cela pourrait bénéficier directement à des groupes armés, à des mouvements insurgés, à des organisations terroristes. Donc, l'Afrique subsaharienne, par exemple, il est anticipé qu'elle soit face à une période d'incertitude, justement alimentée par ces détournements temporaires, mais pour combien de temps de cette attention. On sait que les États-Unis ont une implication assez récente en République démocratique du Congo, sont impliqués également au Nigeria, et que même si on n'anticipe pas un désintérêt des États-Unis pour ces pays-là, à court terme, des pressions pourraient apparaître tant que les tensions au Moyen-Orient persistent. Et puis du côté de l'Éthiopie, par exemple, on en parle très peu actuellement dans la presse, mais on a des tensions montantes entre le Front populaire de libération du Tigré, le gouvernement fédéral éthiopien, et puis surtout le voisin érythréen, avec une résolution diplomatique du conflit qui semble désormais de moins en moins probable. Et puis, bien sûr, on a la menace terroriste qui préexistait à ce conflit, mais des États européens qui font face à un environnement de menace hybride accru en lien direct avec ce conflit. Et il y a, le 5 mars dernier, Europol qui mettait en garde contre une augmentation des risques visant les infrastructures, les entreprises occidentales, notamment dans la forme de cyberattaques menées par des acteurs liés à l'Iran, ainsi que des actes de terrorisme perpétrés par des individus isolés ou des petites cellules autonomes. Et vous le savez, ce sont les cellules les plus difficiles à détecter pour nos services de sécurité respectifs. Et puis, bon, je suis consciente du temps, donc j'accélère un peu mon propos, mais on a aussi, bien sûr, en Asie du Sud-Est, des pays qui sont aussi structurellement, qui ont un terreau favorable au terrorisme, donc, et qui aussi, je pense ici aux Philippines, à la Malaisie, à la Thaïlande, qui ont aussi, pour certains, au sein des populations respectives, eu un discours assez véhément à l'encontre des États-Unis ou d'Israël, donc ce qui pourrait encourager certains groupes à passer à l'action. Donc voilà, je voulais aussi mettre en avant, donc étant donné ce niveau d'alerte renforcé quant à la menace terroriste, y compris en France, le niveau de vigilance a été et toujours à son niveau maximal, avec des mesures très concrètes pour renforcer la sécurité au plus près de cibles potentielles. C'est le cas aussi pour nos voisins allemands, belges, etc., qui ont de facto accru leur dispositif sécuritaire. On a eu plusieurs incidents très récents, y compris à Paris le 28 mars dernier, avec une tentative d'attentat déjoué qui visait les bureaux d'une institution financière à Paris. On a eu plusieurs incidents à Londres également, avec 4 ambulances appartenant à une organisation caritative juive qui ont été incendiées. Donc ça, c'était dans la nuit du 22 au 23 mars dernier. On a eu des cas aux Pays-Bas, en Belgique. Je ne vous les cite pas tous, mais voilà, c'est pour vous dire que ce sont aussi des conséquences directes. Et puis, des dignitaires religieux iraniens qui ont émis des fatwas appelant à des représailles après l'assassinat le 28 février dernier du guide suprême iranien par les États-Unis et par Israël. Toutefois, il est estimé que le renforcement des dispositifs de lutte antiterroriste et des mesures de sécurité autour de potentielles cibles devrait significativement atténuer ce risque. Et il va s'en rappeler que
La plupart des pays européens disposent de solides capacités d'enseignement et d'une expérience avérée dans la prévention des menaces terroristes. Je terminerai, Antoine, je te vois réapparaître, mais je terminerai juste sur la menace sociale. Je l'ai déjà évoqué, mais ce conflit, on le voit déjà, hein, qui vraiment accentue des tensions sociétales existantes, amplifiées aussi par les manifestations pro-palestiniennes. Je pense aux manifestations qu'on a surveillées à Madrid et Barcelone le week-end dernier au départ d'une nouvelle flottille vers Gaza. On repense aussi au No Kings Protest du 28 mars dernier aux États-Unis. Donc voilà, tout ça est un appel à monitorer de manière très active les signaux faibles, les signaux modérés et les signaux plus explicites, et de ne pas perdre de vue les autres géographies où un climat où l'environnement sécuritaire pourrait voilà, aussi s'envenimer en conséquence indirecte au conflit que l'on observe au Moyen-Orient. Voilà, je m'arrêterai là. Merci tous les trois pour cette présentation sur l'état des lieux actuel au Moyen-Orient. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de poser des questions. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses, je vous invite à les réécrire dans le questionnaire de satisfaction qui va apparaître sur votre écran juste après ce webinaire. Je vous invite également à le prendre quelques secondes pour y répondre. Comme ça nous permet, nous, d'améliorer la qualité de nos webinaires. Ensuite, vous recevrez le support ainsi que le replay de ce webinaire dans les meilleurs délais. Je vous souhaite à tous une très belle journée, pardon, excusez-moi. Et merci encore Béatrix, Michel et Alexandre pour votre expertise. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.